Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on enfile nos casquettes d'ingénieurs pour analyser comment on arrive à survivre et à s'implanter dans les environnements les plus isolés et impitoyables de la planète. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, l'Antarctique et le Groenland, ce ne sont pas de simples terrains vagues un peu froids, ce sont de véritables monstres de glace qui testent les limites absolues de nos matériaux et de nos chaînes d'approvisionnement. C'est passionnant de voir comment nos infrastructures sont passées, au fil du temps, de projets militaires destructeurs et basés sur la force brute, à des missions scientifiques ultra réfléchies et en harmonie avec la nature. Alors, voici le dilemme ultime en génie civil. Imaginez devoir bâtir une structure permanente, censée durer des années, sur une surface qui n'arrête pas de bouger, de se déformer et qui a la fâcheuse habitude de littéralement broyer tout ce qu'on essaie d'y implanter. Le défi de la logistique polaire, il est là. On ne parle pas juste d'enfiler une grosse doudoune. Il faut concevoir des systèmes capables de s'adapter à une fondation de glace soumise à une pression constante. Au programme de notre analyse, on va d'abord poser les bases de l'ingénierie de l'extrême, avant d'analyser l'échec cuisant du Camp Century. Ensuite, on verra le véritable cauchemar que représente le ravitaillement, comment on gère l'énergie pour survivre, le lourd héritage toxique du passé, et enfin, les solutions brillantes de l'ère moderne. C'est parti. Commençons tout de suite par notre premier point, l'ingénierie de l'extrême. En logistique polaire, la marge d'erreur n'existe pas. Zéro. Avec des températures qui plongent régulièrement sous les moins 70 degrés Celsius en hiver et un isolement total, on dépend entièrement de nos équipements. Et à ces températures, la physique change la donne. L'acier devient fragile, l'huile gèle et la moindre petite réparation mécanique demande un effort surhumain. En plus, la science moderne a besoin de bouger. On doit traîner des technologies ultra sensibles comme des observatoires portables à travers un paysage qui bouge sans arrêt. Donc la logistique ici, ce n'est pas juste construire un bâtiment, c'est assurer un mouvement constant et sécurisé sur une banquise instable. Ce qui nous amène à notre deuxième point, Camp Century, ou l'échec monumental du projet Iceworm. Faisons un petit bond dans le temps. On est dans les années 1950, en pleine guerre froide. Le projet militaire secret Iceworm avait un but clair, planquer 600 missiles nucléaires mobiles sous la calotte glaciaire du Groenland. À l'époque, les ingénieurs pensaient vraiment pouvoir dompter la glace par la force brute. L'armée américaine a donc creusé une ville souterraine entière, on parle de 21 tunnels sur 3 km de long, avec un hôpital, un cinéma et de la place pour 200 personnes. Et pour faire fondre la glace et alimenter tout ça, ils ont carrément amené le tout premier réacteur nucléaire portable, le PM2A, un bijou à 5,7 millions de dollars, livré en pièces détachées et monté sur place. Un exploit logistique pour l'époque. Mais voilà, la nature finit toujours par gagner. L'échec du projet se résume à un seul mot: la viscoélasticité. C'est ici que le génie civil a trouvé son maître. Les concepteurs ont complètement sous-estimé cette propriété de la glace. En apparence, la calotte glaciaire a l'air solide comme du roc, mais en réalité, elle s'écoule et se déforme en continu. Résultat, dès 1962, la pression constante a fait gonfler les murs de glace. Les tunnels ont rétréci et les toits en acier massif ont tout simplement été broyés. Ils ont dû plier bagages et abandonner la base en 1964. Passons maintenant au nerf de la guerre. Le cauchemar du ravitaillement. Maintenir une base en vie, c'est bien beau, mais il faut un flux constant d'approvisionnement. Bouger des centaines de tonnes de matériel dans cet enfer blanc est une prouesse absolue. Prenez le ravitaillement de la station franco-italienne Concordia, perchée à 3200 mètres d'altitude. On utilise ce qu'on appelle le RAID. C'est une immense caravane terrestre qui se tape 1100 km en 10 jours. Et le quotidien est brutal. Il faut dégeler les moteurs le matin, conduire des tracteurs à 10 km/h toute la journée, manger des trucs surgelés à la va-vite et gérer les pannes par moins 50 degrés. Et attention, si une pièce casse, les mécanos ont moins de 4 heures pour la changer avant que le froid ne bousille les matériaux pour de bon. Et si on passe par la mer, c'est encore une autre paire de manches. L'océan austral, ce n'est clairement pas une autoroute bien dégagée. Les navires ravitailleurs et les brise-glaces naviguent dans un labyrinthe mortel. Le problème majeur, ce sont les icebergs géants disloqués qui pèsent des millions de tonnes et qui bloquent carrément les routes d'approvisionnement. Pour vous donner une idée de l'échelle, regardez ce qui s'est passé en 2003 avec l'iceberg B15. Ce monstre faisait 11 000 km². C'est plus grand que la Jamaïque. Sa dérive a complètement bloqué l'accès du navire-citerne à la base américaine de McMurdo. Les logisticiens ont dû improviser un plan B de l'extrême. Ils ont construit un oléoduc temporaire de 5,6 km posé à même la banquise, juste pour pouvoir pomper près de 23 millions de litres de carburant. C'est littéralement de la logistique de survie. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième partie, l'énergie et la survie. Moins 70 degrés Celsius. C'est le froid glacial de l'hiver à Concordia. À ces températures, l'énergie n'est pas juste une question de confort, c'est le cœur même de la survie. Sans un réseau électrique portable et absolument infaillible, la base devient un tombeau. Si le courant saute, les pompes à eau s'arrêtent.
En quelques minutes à peine, l'eau gèle dans les canalisations, les tuyaux explosent et l'infrastructure de survie est détruite. Fin de l'histoire. Du coup, la règle d'or, c'est la redondance. À Concordia, la centrale électrique tourne avec 3 générateurs de 150 kW chacun, alors que la base n'en consomme que 110 au total. Pourquoi on s'entête à utiliser du fioul polluant? Tout simplement parce que les batteries ne tiennent pas le choc face au froid extrême et que le solaire ne sert à rien pendant la nuit polaire qui dure 6 mois. Même le gasoil doit être stocké et préchauffé à -20 degrés pour ne pas figer avant d'être pompé. Bref, ces bases sont en perfusion vitale d'énergie fossile. Et cette dépendance aux fossiles a un prix, ce qu'on va voir dans notre 5e partie, l'héritage toxique. Eh oui, toute cette ingénierie lourde du passé laisse des traces. Si on retourne à Camp Century, la base abandonnée sous la neige renferme encore aujourd'hui 200 000 litres de carburant dans des citernes rongées par la rouille et déformées par la glace. Ajoutez à ça 240 000 litres d'eau usée et des tonnes de PCB super toxiques provenant des vieux transformateurs électriques. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, cette énorme bombe à retardement toxique menace de se déverser directement dans l'océan dans les années qui viennent. Heureusement, on a appris de nos erreurs, comme on va le voir dans notre dernière partie, les bases modernes. Aujourd'hui, l'approche logistique a complètement changé. Fini les voûtes en acier lourdes et massives enterrées qui finissent inévitablement écrasées. On ne lutte plus contre la glace, on s'adapte à elle. Les nouvelles bases scientifiques, comme Concordia ou la station indienne Bharati, sont construites en surface. Elles sont aérodynamiques et surtout montées sur des pilotis ou des pieux métalliques. Résultat, le vent souffle la neige en dessous au lieu de l'accumuler et d'ensevelir les bâtiments. Regardez de plus près la station Bharati. C'est un bijou d'ingénierie modulaire. Elle est littéralement faite de 134 conteneurs maritimes préfabriqués qui s'emboîtent comme des Legos. Elle peut encaisser des vents d'ouragan de catégorie 5 soufflant à plus de 320 km/h. Mais le plus génial dans sa conception, c'est sa fin de vie. Dans 25 ans, elle pourrait être entièrement démontée et rapatriée sans laisser la moindre trace sur le continent. Aucun héritage toxique. Et côté énergie, on repousse aussi les limites. La station belge Princess Elisabeth est carrément la toute première base zéro émission. Avec une isolation ultra performante, elle consomme 80% d'énergie en moins qu'une station classique. Son réseau électrique intelligent jongle en temps réel entre 8 éoliennes et des tonnes de panneaux solaires, ce qui permet de reléguer les générateurs diesel à un simple rôle de secours très occasionnel. C'est l'avenir de la logistique polaire. On a fait un sacré bout de chemin, de l'arrogance d'un bunker nucléaire écrasé par la glace à l'élégance de bases scientifiques modulaires ultra réfléchies. Mais un défi de taille nous attend. Avec le changement climatique qui s'accélère, la fonte de la calotte et ses icebergs géants qui se multiplient, la donne change de nouveau. Comment allons-nous maintenir ces routes d'approvisionnement vitales et ces stations de recherche alors que le sol sur lequel elles reposent est littéralement en train de fondre sous nos pieds? C'est le défi logistique ultime de notre génération. Je vous laisse méditer là-dessus et à bientôt pour un prochain décryptage.